Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 36 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur votre réaction si un jour, un de vos enfants vous annonçait qu'il souhaitait changer de genre, celui assigné à sa naissance ? Évidemment, vous imaginez cette discussion avec un enfant ado ou un enfant adulte. Est-ce que vous imaginez quelle serait votre capacité à entendre et accompagner cette annonce si elle émanait d'un enfant dans ce que l'on peut encore qualifier de petite enfance ? C'est ce que Pavana et Adrien ont réussi à détecter et à percevoir dans le mal-être de leur enfant assigné garçon à la naissance. Éléonore a su mettre des mots et exprimer ses besoins. Elle a notamment su expliquer qu'elle avait un cœur de petite fille et un cœur de petit garçon, et que son cœur de petit garçon allait devoir s'envoler. Quelle maturité elle a du haut de ses 6 ans. Quelle chance elle a eu aussi de voir le jour dans une famille qui avait la capacité d'accueillir ce questionnement sur l'identité d'un de ses enfants. Je le dis plusieurs fois dans l'épisode, je trouve Pavana et Adrien admirables dans la prise en charge et l'écoute qu'ils ont eue de leur petite fille. Ils ont su détecter le mal-être, l'accompagner et guider Éléonore dans sa volonté de devenir une petite fille, en grandissant autour par la même occasion. Je tiens à vous préciser que j'ai parfois pu être maladroite dans l'enregistrement en n'employant pas les bons mots, et je tiens à m'en excuser, il s'agit surtout de méconnaissance et en aucun cas d'une volonté de nuire. Je vous laisse découvrir l'histoire d'Éléonore racontée par sa maman Pavana à mon micro. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pavana. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Donc, je précise que tu es venue vers moi via Instagram pour me parler d'une particularité, on va dire, de ta famille et qui m'intéresse énormément à aborder, d'autant que je trouve que c'est très admirable. Donc, je ne vais pas en dire plus en fait. Et je vais te laisser te présenter et me présenter ta famille et puis en suivant, on racontera tout ça. D'accord. Alors, je m'appelle Pavana, j'ai 34 ans. Je suis mariée à Adrien, qui est un peu plus âgé que moi, qui a 39 ans. Et on a 2 enfants. On a un garçon de 9 ans qui s'appelle François-Xavier et une fille de 6 ans qui s'appelle Éléonore. La particularité de notre famille, c'est que Éléonore est un enfant transgenre. Et donc, Éléonore a été assignée garçon à la naissance. D'accord, oui, donc effectivement, c'est une particularité. Quand je dis que je trouve admirable, c'est votre ouverture d'esprit, en fait. Je pense que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir accompagner un enfant dans un changement d'identité et puis même de peut-être, ne serait-ce que pouvoir le détecter. On va commencer par parler de votre entrée dans la parentalité à tous les deux. Comment ça s'est fait ? Est-ce que ça s'est fait relativement rapidement ? Est-ce que vous étiez sûr de ce que vous vouliez ? Est-ce que vous alliez aborder ce sujet-là ? Enfin voilà, raconte-moi tout ça. En fait, avec Adrien, on s'est rencontrés. Moi, j'étais très jeune. Je venais d'avoir 18 ans. On s'est rencontrés aux études. Donc, on a cheminé toute notre formation ensemble. Et puis, quand on a tous les deux trouvé un travail, on savait, je veux dire, dès le départ, au départ de notre rencontre, qu'on voulait des enfants. On voulait des enfants et on n'avait pas envie d'être propriétaire, par exemple. Donc, c'était vraiment le pilier de la famille qu'on voulait se construire. D'accord, ok. Donc vous étiez vraiment, dès le départ, vous étiez sûr de vouloir entrer dans la parentalité. Et alors, parce que bon, 18 ans, c'est jeune, à quel moment vous vous êtes dit, bon, c'est bon, là, on se lance ? On a attendu, donc comme on a 5 ans d'écart, moi, quand j'ai rencontré Adrien, je commençais mes études alors que lui était déjà en plein dans ses études. Donc, on a attendu très rationnellement d'avoir chacun un travail stable. Et comme par chance, on a chacun trouvé notre CDI très vite, la parentalité s'est ouverte à nous, j'avais 24 ans. D'accord, oui, donc vous étiez quand même relativement jeune.
Oui, mais j'avais fini mes études depuis 1 an, donc c'était bon. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, du coup, comment ça s'est passé? Vous avez réussi à concevoir rapidement? Oui, oui, ça on n'a vraiment eu aucun problème, ni pour le premier ni pour la deuxième. D'ailleurs, pour la deuxième, je suis tombée, je pense, enceinte sous pilule. Ça a été vraiment très très rapide. D'accord, ah oui, ok, ok. Oui, Oui, donc effectivement, aucune difficulté. Ils ont combien d'écart, François-Xavier et Éléonore? ils ont 2 ans et 4 mois. D'accord, ok, ouais. Donc, du coup, c'est assez rapproché quand même. Oui, oui, c'est tout à fait rapide. Et vous aviez des préférences de sexe des enfants ou pas du tout? Non, 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 on n'avait pas de préférence. Moi, je me souviens, quand j'attendais François-Xavier, j'étais persuadée que c'était une fille. Et on a su très rapidement en fait que c'était un garçon parce qu'il était positionné la tête en bas assez vite et donc le gynécologue avait aucun problème à voir et on voulait savoir pour se préparer. Et pour Éléonore, on a su très très vite aussi. Et là, pour le second, on voulait d'autant plus savoir pour préparer l'aîné, quoi. Oui, complètement. C'est vrai que c'est très important de se projeter. Enfin, après, je comprends les gens qui veulent pas savoir, mais moi, j'avais besoin de me projeter aussi. Mais oui, c'est ça. Et puis je me souviens qu'on s'était dit, oh, c'est cool, ça va être pratique, on va récupérer les affaires du grand. Bah oui, c'est souvent ce qu'on se dit, effectivement. Et alors, raconte-moi, donc, l'arrivée de François-Xavier, comment ça s'est passé pour vous? Comment vous vous êtes sentis dans cette entrée dans la parentalité? Mais l'arrivée sans se DV s'est très bien passée. Moi, j'ai 2 enfants qui sont nés prématurément. D'accord. François-Xavier, il est né 4 semaines trop tôt, mais c'était déjà un bon petit bébé 4 semaines trop tôt, donc il n'y a pas eu de couveuse, on n'a pas eu d'ennui de santé. Et il était très attendu parce que tant du côté d'Adrien que du mien, il n'y a pas vraiment de cousins et cousines. Ils ont une cousine du côté d'Adrien, mais qui a 11 ans de plus que François-Xavier. Donc les grands-parents des deux côtés attendaient vraiment d'avoir encore un petit enfant ou un petit enfant pour mes parents. Et donc c'était vraiment une arrivée sereine, dans la joie, tout le monde l'attendait. Donc on est rentré avec beaucoup de facilité et avec des parents tout à fait disponibles pour nous aider. Ça, c'est un apport qui nous a, je pense, tout à fait facilité notre entrée dans la parentalité, et c'était qu'on était entourés. C'est vrai que c'est tellement important d'être accompagné, entouré, enfin d'être choyé à ces moments-là. C'est une évidence, en fait. Oui, c'est ça. Et par chance, au moment où François-Xavier est né, c'était la dernière année de travail de ma maman, donc en fin d'année, elle était pensionnée, donc elle l'a gardé. Enfin, il y a tout de suite eu des relations avec les grands-parents, donc ça s'est vraiment très bien passé. Voilà, c'était une entrée dans la parentalité vraiment chouette. Tout en douceur. Et François-Xavier était un petit bébé très calme, très doux. Il a fait ses nuits en 3 semaines, donc vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux, quoi. D'accord, bah c'est super. Et du coup, c'est ce qui vous a donné envie de relancer un projet bébé relativement rapidement. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas vraiment dégusté avec François-Xavier. Qu'avec Éléonore, on a vachement plus dégusté. Et donc, on a toujours dit, si on avait commencé par Éléonore, on n'est pas sûr qu'on en aurait eu un deuxième. Ah, des fois, on passe au-dessus quand même. Oui. Et alors, raconte-moi, du coup, Éléonore, pareil, tu m'as dit que donc vous aviez conçu potentiellement sous pilule, donc a priori pas de difficulté à concevoir. Non, c'est ça. Aucune difficulté. Une grossesse beaucoup plus facile que celle de François-Xavier, qui n'a pas été une grossesse très compliquée, mais j'ai dû m'arrêter une fois vers 3-4 mois. Éléonore, pas du tout. Ça s'est vraiment bien passé. Mais comme son frère, c'est un bébé prématuré. Et mon travail, en fait, pour les deux, s'est déclenché pour François-Xavier à 31 semaines et pour Éléonore à 30 semaines. Et Éléonore est née 6 semaines et demie trop tôt. Mais il n'y a pas eu besoin de couveuse. En fait, au moment de la naissance, D'accord. le gynécologue et le pédiatre se sont entendus en disant qu'il n'y avait pas besoin de couveuse. Mais bon, une semaine après, on était en pédiatrie pour une pneumonie, donc je pense qu'il y avait besoin de couveuse. Oui, non, oui, une pneumonie sur un si petit bébé, mais tu as dû être terrorisée. Oui, c'était assez impressionnant, surtout quand on va aux urgences avec un aussi petit. Les pédiatres essayent de nous ménager sans vraiment nous dire ce qui se passe. On dit pas le mot ponction lombaire, mais on dit PL, et ça va, on n'est pas totalement... Surtout quand c'est pas le premier, on n'est pas totalement novice, donc on se doute bien de ce qu'on va lui faire. Et donc là, oui, ça a été le premier mois de vie d'Éléonore a été à l'hôpital, en maternité et puis en pédiatrie. Et Éléonore a jamais eu une santé très forte parce que le système immunitaire se développe dans la fin de la grossesse. Donc comme pour elle, le dernier trimestre a été très très court,
son système immunitaire s'est pas bien développé. Et alors, elle a eu aussi pas mal d'allergies alimentaires. Et donc, voilà, ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie quand elle était bébé. Elle a notamment fait ses nuits Oui, ça complexifie. à 19 mois parce qu'elle avait tellement de reflux qu'elle savait pas rester couchée, quoi. Ouais, complètement. Je vois bien de quoi tu veux parler. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on dit que si on avait eu Éléonore en premier, on n'est pas tout à fait sûr. Ouais. Euh, Que vous auriez persisté. Voilà. Ou en tout cas, on aurait laissé beaucoup plus d'écart entre deux enfants. Et alors, à quel moment, donc Éléonore a été assignée garçon à la naissance. Oui. À quel moment, en fait, vous avez commencé, ou elle, à manifester le fait de vouloir devenir une petite fille? Mais en fait, avec le recul, elle a mis des mots vraiment très importants cette année-ci, donc l'année de ses 6 ans. Mais avec le recul, nous, on se rend compte que les signes étaient là, pas presque dès le début, mais très très tôt. Je me souviens vraiment, moi, le premier signe, les premiers signes, c'était au moment de la propreté. D'abord parce que quand ils sont petits comme ça, on les laisse nous accompagner à la toilette. On se dit que ça fait le cheminement pour l'acquisition de la propreté. Et je me souviens qu'un jour, Éléonore m'a regardée avec des grands yeux et elle m'a dit « Mais toi, t'as pas de zizi ?» Et ça avait l'air d'être tellement l'extase dans ses yeux que moi, sur le moment même, je me suis dit « Elle découvre la différence, c'est pas bien grave, c'est comme ça que ça marche. Ah oui. Un jour ou l'autre, il faut bien que les enfants comprennent. » Et maintenant, avec le recul, je me dis « Ça, c'était un signe qu'on n'a pas C'est vu. » fort. Et alors, quand le jour où elle était propre, je l'ai emmenée dans un magasin en disant « Allez, on va choisir un petit cadeau, c'est quand même une grosse étape dans ta petite vie. » Et spontanément, je l'ai emmenée dans le rayon où j'emmenais son frère en me disant « Est-ce que tu veux le même t-shirt que ton frère pour montrer que maintenant, voilà, t'es dans la catégorie des grands. » Et on est ressorti de ce magasin avec une parure de collier en fausse pierre, une couronne, un truc très très girly. D'accord. Mais nous, en tant que parents, on a toujours dit qu'il n'y avait pas de genre pour les jouets. Donc, c'est pas parce qu'on avait 2 garçons qu'il n'y avait pas de rose, qu'il n'y avait pas de poupée, qu'il n'y avait pas de bijoux. Ça n'a jamais été une contrainte. Et on se disait simplement que c'était une sensibilité différente, quoi. Oui, tout à fait. Et je pense que tout parent se dit ça, tu vois, enfin, tout parent, alors je sais pas, mais clairement, on est maintenant, on a vraiment pris conscience de l'éducation genrée qu'on a reçue et on tend à la non-genrée maintenant. Mais je pense que sans recul, tu peux pas te douter, toi, que ça pouvait potentiellement être un signe à ce moment-là. Non, oui, c'est ça. Sans recul, non. Et parce qu'à ce moment-là, elle mettait pas les mots. Elle nous disait pas, je suis une fille. Comme la porte était ouverte, je pense que comme la tolérance était là, il n'y avait pas encore à ce moment-là cette dualité qui est arrivée plus tard et le malaise qui s'en est suivi, quoi. Ouais, complètement. Et donc au moment de la propreté, donc toi tu identifies, non, tu n'identifies pas pour le moment puisque c'est normal puisqu'il n'y avait pas les mots. C'est venu donc autour de ses 6 ans, donc là cette année en fait, où elle a vraiment formalisé. Oui, c'est ça. En fait, c'est venu à ce moment-là. On a eu un autre gros signe qu'on n'a pas du tout analysé comme ça non plus. Et Léonore, elle a un profil, on n'a pas fait les tests, mais elle a un profil haut potentiel et hypersensible. Et donc, comme elle avait ce profil-là, chaque fois qu'on avait cette hypersensibilité qui se traduisait par un attrait pour ce que la société malheureusement genre encore de féminin, on nous disait mais non, c'est dû au potentiel, c'est de l'hypersensibilité. Et ça a été vraiment le combat de sa deuxième... oui, alors on est belge, donc tout on dit deuxième maternelle, mais ça correspond à la moyenne section, je crois, en France. D'accord. Qui a été une année très compliquée parce que là, elle est tombée sur une maîtresse qui, elle, genrait tout dans sa classe. Tout était très genré et il n'y avait pas vraiment de place pour les enfants qui refusaient d'accepter que les choses soient genrées. Et Léonore, à ce moment-là, elle voulait laisser pousser ses cheveux, elle voulait mettre des pinces dans ses cheveux, elle voulait faire des couettes. Et nous, on partait du principe qu'on disait pas non pour ça à un enfant de 4 ans. Parce que si on lui dit non à 4 ans, on lui dit jamais oui. Oui, c'est sûr. Mais on avait, de la part de l'institutrice, des regards très prononcés, les yeux qui se levaient au ciel quand elle rentrait dans la classe. Ça a été vraiment une année très compliquée. Et elle, du haut de ses 4 ans, à ce moment-là, a mis plusieurs fois sa vie en danger. Alors, c'est pas je pense pas qu'on puisse parler de tentative de suicide parce que
pour moi, ça a toujours été sous l'impulsion de la colère, mais une colère tellement vive que la mise en danger était la seule solution à ce moment-là, quoi. D'accord, oui, ça doit être assez impressionnant, Donc, effectivement. c'était de l'ordre de renverser un meuble en sachant pertinemment bien qu'elle était en dessous, quoi. Ouais. Et vous, parents, comment vous avez réagi, compris et entendu cette demande? À ce moment-là, on s'est dit qu'elle n'était pas dans le bon établissement scolaire. C'était pas du tout ça qu'il lui fallait. D'accord. Et donc, ça a été une demi-année, parce qu'on a attendu les vacances de Noël. Ça a été une demi-année de réflexion. Et à l'issue de notre réflexion, on l'a changé d'établissement scolaire et maintenant elle est dans une école à pédagogie active. D'accord. Donc elle est en enseignement freiné. D'accord. Donc enseignement qui lui convient mieux? Oui, c'est ça. C'est une pédagogie en fait qui est centrée sur l'enfant, pas sur les connaissances. On part du principe qu'il faut que l'enfant soit bien et qu'une fois qu'il est bien, il acquiert toutes les connaissances. Mais c'est pas l'enseignement traditionnel où le maître déverse un savoir. On fait chercher l'enfant par lui-même, on le fait sortir de la classe, on le fait aller en forêt ramasser des marrons pour qu'il apprenne à compter. On ne part pas du principe que 10, qui est quelque chose de très abstrait, doit être acquis, quoi. Mm-hmm. Je crois que cette entrée dans cette pédagogie-là, et on a eu une super animatrice, parce qu'on parle d'animateur en pédagogie freinée, on a eu une très chouette animatrice l'année passée qui lui a permis d'être qui elle était réellement. D'accord. Et je crois que cette liberté qu'elle a pu acquérir dans son année de grande section lui a permis, malgré le confinement, lui a permis de mieux se connaître. Et alors, après la période de confinement, à la maison, il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus de limites sociales, et ça lui a permis d'aller encore plus loin dans son cheminement et dans ce qu'elle ressentait, quoi. Mmh. Oui, ce que je peux comprendre complètement. Et vous avez accompagné comment? Comment vous avez accepté? Est-ce que ça a été évident, en fait? Est-ce que vous avez... Enfin, voilà, raconte-moi, parce que je trouve vraiment que... Ça n'a pas été... En fait, elle y est allée très doucement dans ce qu'elle nous a dit. Elle a commencé d'abord par nous raconter qu'elle venait de la planète Mars. Et que sur la planète Mars, on avait 2 cœurs. On avait un cœur de fille, un cœur de garçon. Et qu'un jour, il y en avait un des 2 qui disparaissait. Mmh. Et nous, on s'est dit, c'est le moyen qu'elle trouve pour exprimer cette sensibilité qu'elle a de très particulière. Et on trouvait ça mignon comme histoire. Et à ce moment-là, il fallait trouver un juste équilibre entre ces 2 cœurs. Et il n'y avait pas cette envie qu'il y en ait un des 2 qui disparaisse. Et au fur et à mesure des mois et des semaines, elle nous a dit, mais mon cœur de garçon un jour va disparaître. Et nous, on se disait, ok, peut-être qu'au fond d'elle, c'est quelque chose qu'elle souhaite, mais on l'envisageait pas comme étant un réel changement de genre, on l'envisageait comme étant sa manière à elle d'exprimer cette sensibilité qu'elle avait au fond d'elle à travers les normes sociales dans lesquelles elle ne rentrait pas, entre guillemets. Et petit à petit, ses paroles ont changé. Elle est arrivée à nous dire, en fait, c'est nul d'être un garçon. Et donc là, on lui disait, non, c'est cool, tu peux être un garçon, tu peux aimer le rose, tu peux aimer le mauve, tu peux aimer les paillettes, les licornes, il n'y a aucun problème, ça n'est pas du tout une question de genre. Et je pense qu'elle, voyant qu'on ne comprenait pas, elle est allée plus loin et elle nous a dit un jour, mais moi je suis malheureux d'être un garçon. C'est fou, cette maturité. Et ça, c'est la première phrase qui nous a vraiment interpellés. Ah oui, non, mais c'est vraiment fou, cette maturité. Pouvoir se dire ça. Oui, c'est ça. Et après, quand on a compris ça, on a commencé à ouvrir la discussion beaucoup plus largement. Et bon, on est dans une société très binaire, donc on lui a dit, si t'es pas heureuse d'être un garçon, tu serais plus heureux si t'étais une fille, et elle nous a dit oui. Donc là, pour nous, le processus s'est enclenché, et voyant qu'on commençait à comprendre, elle est allée encore plus loin dans ce qu'elle nous a dit, et donc elle nous a dit, un soir, elle nous a dit, moi j'ai 3 problèmes. J'ai pas le bon corps, j'ai pas le bon prénom, et au fond de moi, j'ai 2 cœurs, et il y en a un des 2 qui doit disparaître. Et franchement, oui, c'est dingue. C'est dingue, hein. C'est impressionnant. Et donc là, nous, en tant que parents, on s'est dit, on peut pas ne pas entendre et on ne peut pas ne pas réagir en lui apportant ce qu'elle nous réclame et ce dont elle a besoin. Ah oui, complètement. Par chance, on est tombé à ce moment-là, au moment de son questionnement, c'est le moment du reportage Petite fille, oui, qui a été pour nous pas un élément déclencheur, mais quand on l'a vu, on a retrouvé notre enfant et on s'est dit, ok, c'est ça, et maintenant on va de l'avant.
À aucun moment vous n'avez douté de ses dires à elle? Déjà, parce que c'est vrai qu'en tant que parents, des fois, nous, on a peut-être un peu plus de recul et de hauteur, donc forcément, peut-être qu'on peut mettre en doute. Vous, jamais, à aucun moment. Au début, je crois que comme on n'entendait pas, nous, ces premières années, quand elle avait cette attirance vraiment pour tout ce qui est rose, paillettes, machin, etc., et elle a toujours été très sensible, très douce, très attentive, on se disait un peu naïvement et en étant un peu dans les clichés, on se disait, on a peut-être simplement un petit garçon qui un jour nous dira qu'il est homosexuel et c'est peut-être simplement comme ça qu'elle l'exprime, enfin qu'il l'exprime à l'époque. Et on était tout à fait ouverts là-dessus. On se disait, c'est peut-être ça, c'est peut-être comme ça que ça s'exprime dans l'enfance et il n'y a pas de raison qu'on n'entende pas et qu'on dise que non, c'est pas possible. Mais on n'avait franchement pas imaginé un changement de genre. C'était d'ailleurs quelque chose c'était un univers qu'on connaissait pas. C'est une communauté qu'on n'a jamais fréquentée et donc on connaissait personne. Donc c'était pas un sujet qui nous était naturel dans le sens où notre esprit a directement bifurqué là-dessus en se disant ben oui, c'est une raison de tous ces ressentis, de toutes ces difficultés qu'elle exprime depuis des années. Ça nous est pas venu spontanément. Et c'est à force de reportages et de se renseigner qu'on s'est rendu compte que c'était ça et qu'il fallait agir, quoi. Oui. Et puis surtout face au mal-être de son enfant, je pense qu'à un moment donné, on agit, oui, on avance. Ça. Il faut... Surtout qu'elle a très très bien su exprimer ce qui générait ce mal-être. Oui, c'est ça, tout à fait. Et sa maîtresse en classe l'a tout à fait compris aussi. Je me souviens qu'on avait eu une réunion en début d'année scolaire ici, donc en septembre 2020, où j'expliquais un petit peu que c'était compliqué de me lâcher le matin, des séparations qui étaient très très difficiles. Et puis j'ai quand même glissé pendant cette réunion, avec l'accord d'Éléonore bien sûr, ce qu'elle m'avait dit quand elle m'avait dit qu'elle était malheureuse d'être un garçon. Et la maîtresse était tout à fait ouverte sur le sujet et elle lui a dit mais le jour où tu veux que je te parle comme je parle aux petites filles dans la classe, dis-le-moi. Mais ça doit venir de toi et c'est toi qui dois me le demander. Et ça, je crois que ça a été un moment aussi très important où elle a vu que la porte était ouverte et pas que à la maison. Oui. Et que donc... Oui, que la société pouvait l'accepter. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment un moment très, très important. Et par la suite, comme elle avait 3 questions, nous, on lui a apporté des réponses à ces 3 questions qui étaient vitales pour elle. Donc, on lui a dit, un prénom, les parents choisissent un à la naissance. S'il faut changer, on change. C'est pas un problème. Ton corps, malheureusement, t'es un peu petite, mais il y a des étapes, il y a des transformations possibles pour qu'un jour tu aies le corps d'une fille. Et les 2 cœurs, on lui a dit ça, on fait tout ce qu'on peut à la maison, mais il y a des psychologues plus spécialisés que nous, et on va aller en voir pour t'aider à t'apaiser et à comprendre ce qui se passe, quoi. Et qu'est-ce que vous avez commencé par mettre en place ? Enfin, je pense que la première question a été finalement la plus facile à traiter. Oui, on a commencé par le prénom. On l'a d'abord fait au sein de notre famille. Enfin, notre famille à nous 4. C'est l'avantage du confinement, c'est que comme on voit plus grand monde, on a pu mettre les choses en place dans notre petit cocon et que ça se fasse en douceur. Et donc, le prénom Éléonore, c'est le prénom qu'on avait choisi pendant la grossesse, si elle avait été assignée fille à la naissance. D'accord. Et c'est ça, vous lui aviez évoqué et du coup, elle a choisi son prénom ? En fait, à la base, elle avait quelques idées, mais très fort inspirées des dessins animés qu'elle regarde. Et donc, c'était pas forcément des prénoms. Et donc, on a pris le parti de lui dire, on l'aurait pas fait si la transition, avait eu lieu à l'adolescence. Mais là, comme on est quand même encore dans la jeune enfance, on lui a dit, c'est les parents qui choisissent, mais on te fait une proposition et si tu détestes, on la reverra, quoi. Et comme la proposition lui a plu et qu'elle savait que c'était un prénom qu'on avait initialement choisi pour elle, elle l'a accepté tout à fait. D'accord. Et aujourd'hui, elle est contente de son prénom ? Oui, elle est tout à fait satisfaite et elle a pris, notamment en classe, totalement le parti d'écrire ce prénom-là. Non, aujourd'hui, elle est très contente de son choix de prénom. Elle l'a jamais vraiment remis en question, donc... elle nous a pas dit, oh, c'est moche, j'aime pas. Tout de suite, elle a accepté. On lui a vite offert un petit bracelet en perles avec le prénom dessus. Donc, c'est rentré en douceur et comme c'était un choix qu'on avait fait vraiment pour elle,
Et ça, dès le départ, je crois que c'est ce qui lui a plus plu dans la proposition. Oui, complètement. Et pour vous, ça n'a pas été trop compliqué? Enfin, je suppose que quand on a l'habitude d'appeler quelqu'un par un prénom, le fait de changer de prénom, ça peut... On fait des erreurs, Oui, oui. voilà, vous pouvez faire des erreurs et c'est surtout savoir comment elle les accepte, ces erreurs. Mais on a beaucoup discuté et on lui a expliqué que si on faisait des erreurs, c'était pas pour lui faire du mal, c'était simplement parce qu'on n'avait pas encore pris l'habitude du changement. Mais comme on a commencé en novembre, on s'était mis comme limite les vacances de Noël, quoi. Il fallait qu'aux vacances de Noël, on ait bien pris le pli du changement de prénom et on lui a dit, quand on fait des erreurs, tu nous le dis, hein, parce que parfois on les entendait même pas. Oui, bah oui, c'est dur. Voilà, ça a été un peu une petite gymnastique de l'esprit, mais maintenant on s'y est fait. Et d'ailleurs, quand on me demande de parler des premières années de vie d'Éléonore, je dis elle, ça me viendrait pas à l'esprit de rebasculer sur le masculin. Et non, je parle de la naissance d'Éléonore, je parle de la période de crèche d'Éléonore. Enfin, non, maintenant c'est bien acquis. Et au niveau de l'état civil, vous avez fait des démarches pour changer le prénom ou pas encore? Est-ce que c'est autorisé en Belgique? Comment ça se passe? Alors, en Belgique, en fait, on peut changer un prénom avant 12 ans, pour peu que les deux parents arrivent collégialement et il y a un montant à régler. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément autorisé. C'est à l'officier d'état civil sur lequel on va tomber d'en juger la pertinence ou pas. Oui, parce que je suppose qu'ils font un lien entre le sexe qui est indiqué sur l'état Et, civil et le prénom. Et donc, c'est pas forcément autorisé, alors qu'à 12 ans, c'est légal. En Belgique, à 12 ans, on peut changer un prénom sur une carte d'identité, même un prénom pour l'autre genre. Donc, nous, on est parti. D'accord. C'est tôt, 12 ans. Oui, c'est tôt. Oui. Et alors, il faut faire attention parce que je pense que c'est irréversible. Mais nous, on se dit que quand elle aura 12 ans, ça fera 6 ans qu'on sera dans la transition. Et je pense qu'on aura commencé le traitement médical. On aura déjà commencé le traitement médical si elle est toujours sûre de ce changement qu'elle souhaite. Parce qu'il y a des bloqueurs de puberté à prendre avant un traitement hormonal. Oui, parce que ça, c'est finalement la réponse à la deuxième question. Oui, c'est ça. Et donc, on aura commencé le traitement médical avant de changer enfin, peut-être pas forcément, ça dépendra un petit peu à l'âge où arrive la puberté, mais il y a des chances qu'on l'ait commencé avant le changement de prénom. Donc, voilà. On verra. Oui, donc vous serez ancré dans oui, c'est ça. Vraiment dans cette transition. Et nous, on a pris, comme l'école nous suit d'un point de vue administratif, à part les quelques documents qui sont liés à l'état civil, l'école fait bien attention de changer le prénom quand c'est un papier interne, sur son badge de la garderie, c'est son prénom féminin. Enfin, on n'a pas d'embûche ça, c'est génial. Administrative pour le moment, donc on part du principe qu'on va attendre l'âge légal pour n'en rencontrer aucune, quoi. Oui, bien sûr, mais tu as complètement raison. Et donc, tu m'expliquais que, alors évidemment, je suppose que chaque protocole est différent en fonction des enfants qui sont en face du médecin, du coup, qui prescrit le traitement. Donc, il existe donc des bloqueurs de puberté. Oui. Donc ça, c'est le tout début du traitement, en fait, c'est ça, c'est commencer par bloquer la puberté. Oui, c'est ça. D'accord. Ensuite, c'est quoi les étapes? Alors nous, on est encore bien loin de tout ça et on n'est pas encore hyper bien renseignés. Mais il y a 3 étapes, c'est ce que le psychologue qu'on a rencontré nous a expliqué. Il y a l'étape des bloqueurs de puberté qui donne un délai de réflexion plus long parce qu'il y a aucun changement hormonal dans ces bloqueurs de puberté. C'est vraiment juste la stopper et permettre à ce moment-là à l'adolescente qu'elle sera de ne pas voir apparaître un corps qu'elle n'a pas envie de voir apparaître. Oui, complètement. Et après, mais alors là, je pense que l'âge légal, c'est 16 ans, il y a un traitement hormonal. D'accord. Vraiment pour avoir des hormones de l'autre genre et avoir des changements de corps et dans son cas, avoir de la poitrine. Et puis alors, il y a l'intervention finale qui est le changement de sexe. Mais là, elle doit être majeure et c'est sa décision, c'est pas la nôtre. Enfin, on prendra toujours les décisions avec elle, mais le changement de sexe, vraiment, elle doit être majeure et c'est elle qui prend la décision, c'est pas nous. D'accord, ok. Mais je ne savais pas, tu vois, qu'il existait un parcours, un processus qui commençait si jeune, finalement. Je pensais que légalement, l'État te demandait d'attendre les 18 ans, enfin la majorité. Ah oui, non. Il y a vraiment, ça peut commencer très tôt, mais en Europe,
contrairement aux États-Unis, je crois, où là, il y a déjà des injections d'hormones beaucoup plus jeunes que chez nous. Moi, je trouve que ces bloqueurs de puberté, c'est pas mal d'avoir un délai de réflexion avec un enfant plus âgé et qui sait qu'il doit prendre une décision Oui, pour bien son sûr. avenir, quoi. Bien sûr. C'est vraiment, je redis encore une fois, je trouve admirable votre ouverture d'esprit, l'écoute que vous avez d'Éléonore. Vraiment, je trouve ça fabuleux. Pour être transparente avec toi, je ne sais pas si j'aurais été aussi ouverte et si j'aurais réussi à détecter. Enfin, en tout cas, j'aurais pas, je pense détecter le mal-être, tu vois, mais j'aurais peut-être pas détecté quelle était l'origine du problème. Donc, Oui, c'est vrai que c'est pas évident de détecter de mettre le réel, le doigt vraiment sur la problématique. Et puis, c'est vrai qu'une fois qu'on est face à cette problématique, oui, il faut faire face. C'est une épreuve pour toute la famille, tant pour les parents que pour chez nous, il y a qu'un frère, mais que pour le frère aussi. Il faut accepter la situation, telle qu'elle est, mais il faut l'accepter dans le but de rendre, la personne heureuse. Et ça a été l'étape, je crois, principale, c'est l'acceptation et de se dire qu'on le fait pas pour nous, qu'on le fait pas pour ce que les personnes vont penser autour de nous, mais qu'on le fait vraiment parce qu'on vise le bonheur de notre enfant. oui, bien sûr. Et pour François-Xavier, le bonheur de ses sœurs. Oui, quoi. bien sûr. Et j'allais y venir justement à l'acceptation de l'entourage, alors de l'entourage très proche, donc parce qu'on là on a parlé de vous parents, mais il y a aussi François-Xavier. Comment lui a réagi, a accepté le changement de. Mais François-Xavier, il a très vite compris. En fait, il nous a dit, c'était vraiment très mignon. Il nous a dit, mais moi je savais bien que j'avais une petite sœur, Oh, c'est mignon. un petit frère qui aime le mauve, le rose, les paillettes, c'est une petite sœur. C'est juste que j'avais une petite sœur dans un corps de garçon. Et donc on s'est dit, ok. Puis il a compris. Il a quand même eu à un moment donné une hésitation parce que Éléonore, pour lui expliquer ce qui la traversait, le psychologue qu'on a rencontré a eu des mots très justes. Il lui a dit, à la naissance, en fait, les médecins, pour déterminer, enfin, pour assigner fille ou garçon, ils regardent entre les jambes. Mhm. Et en fonction de ce qu'ils voient entre les jambes du bébé, ils disent fille ou garçon. Et parfois, les médecins se trompent, ce qui est son cas. Et on peut se tromper, d'autant plus qu'on ne demande pas au principal intéressé comment est-ce qu'il se sent et qu'un bébé n'est pas capable d'exprimer à ce moment-là comment est-ce que lui se ressent. Mhm. Et donc, le fait qu'on lui ait dit, en fait, c'est une erreur de constatation à la naissance, ça lui a vraiment, ça lui a fait du bien. Elle a compris que, voilà, que c'était pas, elle vivait pas quelque chose, entre guillemets, d'anormal. Oui, complètement. Et donc là, ça a été une hésitation pour François-Xavier. Il s'est retourné, il nous a dit, oui, mais moi, on ne s'est pas trompé. Et on lui a dit, mais non, toi, tu te sens garçon, donc il n'y a aucun problème. Chez toi, on ne s'est pas trompé. Oui, voilà. Après, c'est sûr que forcément, ça s'interroge. Oui, c'est ça. Mais il y a eu à un moment donné un peu le regret aussi de dire, ouais, mais j'avais un petit frère, c'est plus facile. Ma petite sœur, elle est envahissante, elle vient avec ses licornes, elle vient avec ses trucs. Et on lui a dit, mais il vaut mieux une petite sœur heureuse qu'un petit frère malheureux. Oui, ça c'est Et sûr. il a tout à fait compris. Et d'ailleurs, il le dit quand il parle, quand on lui demande ce qu'il pense de ce qui se passe et avec sa sœur, il répond, je suis heureux pour elle. Ah, c'est super. C'est beau. Donc voilà, lui a tout à fait accepté la situation et se rend compte. Et d'ailleurs, lui non plus ne se trompe absolument plus. D'ailleurs, quand ils se disputent, c'est tout à fait au féminin. Ils se disputent très bien, mais c'est au féminin. Ils savent toujours. Et puis, c'est comme nous avec les langues étrangères. Quand on doit s'énerver dans une langue étrangère, bizarrement, ça sort bien. Oui, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et c'est vraiment un très chouette grand frère parce qu'il a jamais joué là-dessus. Donc quand il se dispute, il est vraiment réglo, quoi. Ouais. Il l'embête absolument jamais sur sa transition. C'est pas Ouais, il a compris c'est l'enjeu. pas un sujet sur lequel et il le sait. Mais voilà, c'est pas un sujet sur lequel on se permet de blaguer, quoi. Non, c'est vrai que c'est un chouette grand frère. Vous êtes une famille qui est vraiment soudée. Enfin, c'est magnifique à voir. Hein. Enfin, à voir. Surtout à entendre pour le coup. Mais oui, mais je crois que l'épreuve nous a soudés aussi. Ce que je peux comprendre. On voulait tous le bonheur de la personne qui allait pas bien dans la famille et la solution est là. Et puis il y a aussi le fait que Éléonore, maintenant qu'elle est reconnue, elle rayonne et le fait qu'elle rayonne comme ça a un impact sur nous.
Ben oui, complètement. Et puis je suppose qu'en plus, ça doit asseoir clairement votre ouverture et la décision que vous avez prise ensemble. Parce que pour tous ceux qui pouvaient avoir des doutes sur cette décision, ben, clairement, ça répond à ces doutes. Voilà. Et au niveau de votre entourage, alors du coup, votre entourage proche, mais qui ne fait pas partie de votre cellule familiale directe, enfin directe, j'entends, ou 4, comment ça a été accepté? Comment ça a été accompagné? On n'en a pas beaucoup discuté avant de l'annoncer officiellement. On n'a pas beaucoup discuté de cette période où nous, on était en questionnement par rapport à ce qu'Éléonore nous disait et tout le suivi psychologique qu'on a eu en décembre pour elle. On l'a fort gardé pour nous au sein de notre petit cocon je crois parce qu'on était plus forts en se disant que tous les trois on était d'accord avant de nous exposer aux réactions diverses qu'on pouvait rencontrer. Mhm. Et donc on l'a vraiment dit avec parcimonie peut-être à nos parents et à nos frères et sœurs avant l'annonce. On a fait une annonce en fait au début des vacances de Noël. On a fait une annonce, on a fait comme un faire-part en fait par mail à notre cercle proche et un peu élargi, c'est-à-dire nos familles respectives et nos amis très proches. Mhm. Et on a vraiment fait ça sous forme, oui, comme un faire-part, avec un texte, le papa avait écrit un poème à chaque naissance des enfants, et donc il a réécrit un poème pour Éléonore. Mhm. Et on a envoyé ça à tous nos proches pour expliquer la situation. Et là, on a eu différentes réponses, majoritairement des retours positifs. Et c'est là où on se dit que c'est vraiment sa chance d'avoir 6 ans en 2020. Mais il y a quand même certaines personnes dans notre entourage, on se rend bien compte que la génération de nos parents, c'est plus compliqué. Il n'y a pas de rejet de l'enfant, mais c'est un processus plus long à accepter. Mhm. Parce que dans leur génération, c'est quelque chose qui fait peur, Mais oui, bien sûr, je crois. bien sûr. Il y a encore tout l'impact des stéréotypes de la société, de la psychanalyse, qui disent que c'est juste une déviance de l'esprit et que c'est pas quelque chose qui doit être entendu et qui est reconnu. Mhm. Et donc ça, c'est le plus compliqué, mais nous, on est suffisamment forts et je crois que de voir comme elle va bien, ça nous donne un peu cette énergie pour ne pas se laisser envahir par ça. Mais oui, clairement. Et surtout pour avoir affronté certaines réactions qui étaient franchement pas agréables. Et nous, on part du principe que on l'a annoncé, c'est notre enfant, on doit protéger notre enfant. Et donc, les personnes qui ne nous suivent pas, c'est pas grave, elles ne nous suivent pas, tant pis pour elles. Ouais, bien sûr. On ferme pas la porte. Donc, on leur dit pas que c'est fini et qu'on veut plus les voir. On se dit que le jour où elles seront prêtes, elles reviendront. Ce qui risque d'être le cas d'ailleurs. Oui, ce qui risque d'être le cas, et on n'est absolument pas catégorique en disant non, on ferme la porte, c'est fini, vous avez mal réagi. Pas du tout, chacun va à son rythme et chacun prend le temps qu'il lui faut. Mais nous, notre rôle de parents, et étant donné l'âge d'Éléonore, c'est d'être le bouclier, quoi. Elle ne doit pas ressentir ça. Oui, bien sûr. Ça, c'est un peu notre leitmotiv, c'est que nous, on doit la protéger, on doit lui montrer que c'est le bon choix, que si c'est comme ça qu'elle se ressent, c'est comme ça qu'elle se ressent, personne ne peut le contester et les gens ne peuvent que l'accepter. Oui, tout à fait. Et ceux qui n'acceptent pas, c'est pas grave. On leur laisse le temps de revenir, mais on les voit plus parce qu'on va pas se faire du mal pour se faire du mal, quoi. J'avais une question complémentaire en fait, parce que tu l'as abordé justement au moment de l'accueil de l'entourage. Comment je suppose que la première question, c'est même pas les premières questions, c'est les premières pensées que vous avez eues concernant ce changement de genre, ça a été justement le regard de la société. Vous avez dû vous inquiéter et vous demander comment vous alliez accompagner, non? Oui, j'ai eu vraiment ce moment de peur, parce qu'évidemment, la société, malheureusement, communique très mal par rapport aux personnes transgenres. On nous montre très souvent quand ça va pas, quand il y a des violences, quand il y a des agressions.
Et donc, j'ai eu un moment vraiment de peur de cet avenir qui pourrait être douloureux pour elle, quoi. D'être bien sûr. isolée, en plus d'avoir la trouille de se faire agresser. Enfin, on a déjà toujours peur, je crois, pour son enfant quand il commence à sortir seul le soir sans nous avec des copains. Mais alors là, C'est ça. c'est plus de la peur, quoi. Je crois que je vais engager des agents secrets qui vont être aux quatre coins des rues pour surveiller qu'elle rentre bien à la maison sans problème. Tu m'étonnes. Donc oui, il y a cette crainte-là qui est pas encore totalement partie parce que on commence un petit peu à se renseigner sur la communauté et inévitablement on rencontre des mouvements féministes qu'on n'avait pas encore rencontrés jusqu'à présent. Et je me rends compte que les femmes trans sont des femmes très peu représentées. Il y a vraiment le côté encore très compliqué de reconnaître une femme trans comme étant une femme. Oui, c'est sûr. Et donc, dans le militantisme, de les inclure comme toutes les femmes qui subissent des violences, qui subissent des agressions. Et en plus, en tant que femme trans, je pense qu'elles en subissent beaucoup plus. Oui, c'est probable. Et il y a cette reconnaissance qu'il n'y a pas encore. Et donc, oui, la crainte de son avenir d'un point de vue social reste quand même pour moi en tant que maman une peur de l'agression et de la mauvaise rencontre plus que je pense si j'avais eu une fille assignée fille à la naissance. Mais en même temps, nous on est suivis et on participe à des activités d'une association en Belgique qui s'appelle TransKids et qui est une association qui suit les enfants trans. Il y a des consultations psychologiques, il y a des activités pour les familles, des rencontres, des week-ends pour les enfants, un peu comme des week-ends scouts, où ils sont entre eux, avec des animateurs et des psychologues, enfin les cofondateurs de l'association. Et on se dit, si tout ça existe aujourd'hui, c'est très certainement pour leur assurer, c'est que leur avenir va être différent de la personne qui a vécu une vie de jeune adulte trans dans les années 80. Oui. On se dit que l'avenir est différent et que en ayant pris conscience de qui elle était à 6 ans, elle va grandir aussi totalement différemment que quelqu'un qui n'a pas pu ou qui n'a pas su le dire avant ses 30 ans. Ça, c'est certain. Il y a tout un passif douloureux qu'on espère, en tant que parent, qu'elle aura moins ou qu'elle aura pas. Et je pense que ce sera le cas, effectivement. Et puis dans la société dans laquelle on vit, il y a quand même, voilà, il y a la reconnaissance, il y a beaucoup plus de reconnaissance des personnes hommes, femmes, il y a le troisième genre qui commence à arriver, enfin, il y a un plus grand respect et une plus grande connaissance aussi. Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est surtout là-dessus qu'il faut insister. C'est que le fait de ne pas connaître, c'est ça qui rend les gens agressifs, c'est qu'ils ne connaissent pas, donc ils se permettent, ils réagissent de façon primaire, finalement. Oui, c'est ça. Sauf que maintenant, il y a de plus en plus de mouvements qui vulgarisent, on va dire, la transidentité. Et tu le dis toi-même, maintenant il y a des associations qui accompagnent dès le plus jeune âge. Enfin, clairement, on sent qu'il y a une transition qui se fait. Oui, c'est ça. Et je crois que c'est vraiment important. Et comme nous, on se le dit depuis le début, heureusement que ça lui arrive en 2020, en 2021, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais il y a autre chose. Je pense que heureusement que Éléonore est arrivée dans votre famille. Oui. Parce que vous lui avez laissé vivre ça. C'est la chose avec laquelle on a, et non pas qu'on joue les faux modestes, mais nous, ça nous paraît évident d'écouter nos enfants et d'écouter qui ils sont, comment ils se perçoivent. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué pour nous de comprendre, par exemple, dans une famille où c'est vraiment pas reconnu, quoi. Ou je sais pas, par peur parce que c'est l'inconnu, parce que ça rentre pas dans une case, on n'écoute pas et on bafoue. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on comprend moins bien. On sait que c'est là, on sait que ça existe, parce que sinon, il y aurait pas, malheureusement, il y aurait pas autant de personnes malheureuses. Mais oui, nous, en tant que parents, ça nous paraît évident. Et quand on a un tout petit bout comme ça de 6 ans qui nous dit mais je suis malheureux d'être un garçon, on se dit on peut pas lui dire hey, va jouer au Playmobil, ça va passer, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, c'est d'une telle évidence que oui, évidemment. Mais c'est vrai que c'est une chance aussi que Éléonore ait réussi à s'exprimer aussi facilement et aussi clairement. Et c'est parce qu'elle sentait qu'elle pouvait le faire qu'elle l'a fait. Oui, ça je crois beaucoup. Et puis on avait déjà le jour où elle nous l'a dit, elle avait 6 ans, mais Éléonore, elle a depuis ses 2 ans, pas on milite, mais depuis ses 2 ans, on va contre les clichés
les clichés qu'on attribue à un petit garçon dans la société parce qu'elle voulait du rose, parce qu'elle voulait des sacs à main, parce qu'elle mettait du vernis, parce qu'elle avait des pinces, parce qu'elle laissait pousser ses cheveux. Enfin, tout ça, c'est des choses pour lesquelles nous, on avait déjà mené un combat, entre guillemets. Moi, je me souviens qu'elle a voulu une poupée un jour, et donc on est allé au magasin acheter une poupée. Je l'ai mis devant le rayon, j'ai dit, prends celle que tu veux, en mettant quelques petits critères, pas les poupées d'1,20 m qui ressemblent à des pommes, que je trouve complètement affolant, mais pour le reste, j'ai dit, tu peux plus nous en prendre ce que tu veux. Et elle a pris une poupée avec une robe en Liberty, avec des ailes, enfin, vraiment très, très girly. C'était pas du tout le poupon habillé en bleu et en blanc voilà. C'était vraiment déjà très, très tranché. Et je me souviens que quand je suis sortie dans la rue avec mon petit garçon qui tenait sa poupée dans les mains, il y avait des regards. Ouais, déjà à ce moment-là, ouais. Rien que sur un jouet. Voilà, rien que sur un jouet. Et je lui disais, mais on s'en fout, tu tiens ta poupée, tu y tiens, tu la voulais, tu l'as, c'est tout. Enfin, on peut rien te dire, quoi. Et pareil, quand elle, toute petite, qu'elle mettait du vernis ou qu'il y avait des pinces dans ses cheveux, ben, moi, je partais du principe que tant pis, c'était comme ça, c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle voulait. On fait ce qu'on veut, tant qu'on nuit à personne, on fait ce qu'on veut, quoi. Oui, c'est sûr. Un jour, dans un magasin, c'est la seule fois où je me suis un peu énervée dans un magasin, parce que c'est pas du tout dans ma personnalité de m'énerver. J'ai été acheter du vernis et la dame m'a dit « Ah, mais c'est un coffret pour les petites filles à partir de je ne sais plus quel âge. » Et j'ai dit à la dame « Mais si c'est pour les petites filles, je vous le prends pas. Parce que moi, je l'achète pas pour une petite fille. » Et elle est restée assez surprise et j'ai vraiment laissé le paquet et j'ai quitté le magasin parce que voilà, je pars du principe qu'on achète du vernis pour qui on veut, quoi. Ouais, non, mais il y a tellement à déconstruire là-dessus, mais tellement. Et c'est ça, en fait, qui reste à faire. Enfin, et c'est énorme, hein. Le travail de déconstruction, il est énorme. Mais bon, tu l'as dit tout à l'heure, clairement, la société évolue dans le bon sens. Et aujourd'hui, Éléonore, elle a la chance d'arriver sur 2020-2021, enfin, tu vois, sur ces années-là, où voilà, la société prend conscience de. Oui, et les jeunes, les plus âgés qu'elle, les adolescents et les jeunes adultes aujourd'hui ont déjà cette ouverture d'esprit que je crois que nous, en tant que parents d'Éléonore, on l'avait pas. Non, nos générations. On a des amis qui ont des enfants plus âgés, qui ont entre 15 et 20 ans, et ça leur paraît normal. Là où nous, on est encore un peu, pas fermé, mais pas... Je pense pas que ce soit une fermeture d'esprit, mais... Je pense qu'on est inquiet. Oui, c'est ça. Et je crois quand même que de nos éducations et de la société dans laquelle on a grandi, donc celle qui a un bon 30 ans, il nous reste des traces de trucs qu'on nous a inculqués et qu'il faut absolument que nous, on fasse disparaître. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je veux. Je voudrais pas, à un moment donné, véhiculer quelque chose qui mette Éléonore mal à l'aise ou qui ne lui permette pas de devenir la personne qu'elle veut devenir parce que moi, je véhicule quelque chose, même inconsciemment, que je devrais pas, quoi. Oui, complètement. Et c'est vrai que ouais, notre génération, là, les trentenaires un peu plus, c'est pas intuitif, alors que pour la génération ado, là, jeunes adultes et ados, ça fait partie de leur quotidien, j'ai presque envie de dire. Ils sont complètement ouverts à ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Ben, mon mari qui est enseignant, il sait que dans l'école où il travaille, il y a au moins un jeune transgenre, et lui ne sait absolument pas qui c'est, donc c'est très chouette de se dire que lui, le jour où il va s'adresser à ce jeune-là, il va s'adresser avec le bon pronom et avec les bons pronoms. Les bons pronoms, ouais. C'est clair que c'est vraiment chouette. Et je pense que l'avenir va être bien plus rose, on va dire. Alors, sans vouloir genrer l'avenir. L'avenir va être bien plus rose pour nos générations. Alors, évidemment, ils auront d'autres combats à mener, soyons clairs. Mais en tout cas, ceux-là, je pense qu'ils sont déjà bien amorcés. Oui, c'est ça. Et c'est très... c'est chouette parce que moi, je me dis que oui, en tout cas pour un enfant comme Éléonore, ça va lui ouvrir un avenir beaucoup plus serein que celui que moi, en tant que maman, j'imagine. Exactement. Je le vois par rapport aux enfants qui sont dans sa classe. La transition a été expliquée de manière très naturelle. Et il y en a aucun qui remet ça en question, quoi. Oui. C'est tout. Déjà qu'à la base, physiquement, on savait pas très bien si c'était il ou elle. Il y en a plusieurs qui ont dit, oh, bah, cool, maintenant, on sait que c'est une petite fille, quoi. Oui, voilà, c'était, au moins, ça... Parce qu'avant, son prénom, ça collait pas trop à ce qu'on voyait. Ça a acté. Et voilà, ça a clarifié les choses et c'est tout. Maintenant, c'est Éléonore et voilà. Et nous, ce qui nous rassure, c'est que à l'école, elle a pas changé de copain.
Oui, ça c'est très rassurant. Elle s'est pas furieusement fait une place dans le monde des filles à revendiquer, pas du tout. Elle a les mêmes copains et un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. C'est les noms qu'on a toujours entendus et elle joue au jeu auquel elle a toujours joué. Enfin, Oui, ça n'a rien changé. Enfin, ça n'a pas changé. Et ce qui est super aussi, parce que du coup, ça prouve bien que nos enfants, enfin les enfants globalement, eux, ils n'ont pas à déconstruire. Ils ont tout à construire. Donc finalement, c'est une normalité qu'on leur annonce. oui, c'est ça. C'est juste différent. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc ça va rentrer dans leur normalité. Oui, c'est ça va rentrer dans leur normalité. Et les parents de la classe, il y en a plusieurs qui sont venus me trouver en me disant ah ben c'est vraiment cool, je suis content. Et il y a même une maman qui est venue me trouver en me disant mais moi aussi, en fait, dans ma famille, ben j'ai un cousin, c'est devenu une cousine. Ça, je me dis c'est cool, et au moins la parole se libère. C'est ça. Et je sais que dans sa classe, mais il y a une petite fille qui a une situation similaire dans une famille plus élargie. Donc, c'est très rassurant et de se dire que voilà, c'est une classe qui va grandir dans une diversité assez sympa et au moins pour ces enfants-là, ce sera naturel. C'est naturel, quoi. C'est quelque chose de tout à fait normal. Exactement. Je suis assez émue par cet épisode. Voilà, je pense que vous avez réussi. Déjà, même si tout n'est pas fait, tout n'est pas acté et que, évidemment, Éléonore est encore à même de changer d'avis, vous avez tellement abattu de préjugés, j'ai envie de dire, d'un côté, parce qu'il y en avait forcément à un moment donné. Vous avez ouvert, vous avez informé, vous avez guidé, vous avez construit une normalité pour votre fille. Je trouve ça fabuleux. Merci. Et clairement, enfin, pour te suivre maintenant, je sais que, enfin, je vois que tes enfants sont heureux et c'est hyper plaisant. C'est hyper plaisant de se rendre compte que, ben voilà, vous avez réussi à rendre heureuse votre fille qui ne l'était pas. Oui, c'est ça. C'est ce que son papa dit toujours quand on nous demande comment ça va avec Éléonore. Il dit, mais avant, on avait un petit garçon malheureux et maintenant, on a une fille hyper heureuse, quoi. Ben oui, voilà. Voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, Pavana, parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, quand ce sera diffusé, tu vas contribuer à vulgariser, à normaliser et peut-être même à accompagner, à guider des parents qui se retrouvent dans cette situation et qui n'arrivent peut-être pas à mettre le doigt sur ce qui se passe en ce moment pour leurs enfants. Et je pense que c'est en agissant, en militant quelque part de cette façon-là que les choses vont se faire de plus en plus facilement pour nos enfants. J'espère aussi. Oui, effectivement, si ce podcast peut ne fût-ce qu'aider ou éveiller quelque chose chez quelqu'un, c'est gagné, quoi. Exactement, ce sera déjà une excellente chose. Merci beaucoup, Pavana, je te dis à très bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir accueilli. Je t'en prie. À bientôt. À très bientôt. Pour conclure cet épisode, j'aurais voulu vous apporter des statistiques pour que vous puissiez vous rendre compte du nombre d'enfants qui peuvent être concernés par ce changement d'identité. Je n'ai pas trouvé beaucoup de statistiques en France, voire très peu. Je peux seulement vous dire qu'on dénombrerait 700 enfants suivis sur Paris par des pédopsychiatres et des endocrinologues pour un changement d'identité. On parle d'ailleurs de dysphorie du genre. Je trouve des statistiques bien plus précises sur la Suisse, sur le Canada ou sur les États-Unis, où clairement on peut dire que la transidentité chez les mineurs est déjà bien prise en compte. Aux États-Unis, on estime que 150 000 adolescents de 13 à 17 ans se sentiraient transgenres. Au Royaume-Uni, on compte plus de 2500 enfants. Clairement, ces chiffres sont en augmentation, non pas parce que c'est un phénomène de mode, et d'ailleurs c'est réfuté par la plupart des professionnels, mais surtout parce que la parole se libère et que les enfants se sentent plus libres d'évoquer un possible changement d'identité ou changement de genre. La fondation Agnodis, qui facilite le mieux-être des personnes trans et leur intégration dans la société, liste un certain nombre de signes qui peuvent traduire une souffrance chez l'enfant dès l'âge de 3-4 ans. Les signes sont les suivants: s'identifier aux hétéros de l'autre sexe, affirmer qu'ils appartiennent à l'autre sexe, s'isoler dans un monde imaginaire, montrer des intérêts et comportements de jeu atypiques de son sexe, manifester des signes d'anxiété et de dépression, haïr son corps et son sexe. Si cet épisode vous a plu, ou s'il peut aider, parce que je pense qu'il peut aider bien des parents qui pourraient se retrouver dans cette situation actuellement, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir ou à faire découvrir le podcast. Je vous propose de vous retrouver sur la page Instagram du podcast, @lesenfantsvonbienpodcast, pour poursuivre la discussion ou pour en ouvrir de nouvelles. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone. Bonjour à vous qui nous écoutez. Vous avez des choses à dire ? N'ayez pas peur et prenez le micro. Que vous aimiez discuter avec des amis ou que vous ayez une envie débordante de partager votre passion ou de développer votre business, faites-vous entendre. Avec Acast, rien n'est plus facile que de lancer son propre podcast. Lancez-le, développez-le et générez des revenus en rendant votre podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous sur acast.com pour vous lancer. Et c'est gratuit.